Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La liberté est un droit fondamental reconnu à tout être humain. Mais lorsqu'on se retrouve à en être privé, on perd tout espoir. Nos projets et ambitions tombent à l'eau. Pire encore, si on en est privé injustement, la situation est encore plus insupportable. C'est ce qui arriva à John Dwayne Bunn. Nous vous raconterons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quel jour serait demain si hier était 5 jours avant le jour après le lendemain de dimanche? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors qu'il n'avait que 14 ans, John Dwayne Bunn avait été reconnu coupable de meurtre au 2e degré et jeté derrière les barreaux. John avait été élevé par une mère célibataire et son enfance fut loin d'être facile. Selon le New York Times, sa mère avait des problèmes d'alcool et finalement le garçon commença à commettre des crimes. Un jour, John fut arrêté alors qu'il avait été surpris en train de voler des bijoux. Cependant, le vol de bijoux n'était pas le seul acte illégal dont John était soupçonné dans sa jeunesse. On pensait en fait que l'adolescent était aussi un carjacker. Il s'introduisait dans les véhicules en stationnement à l'aide d'un tournevis avant de s'enfuir avec. Mais John n'avait été reconnu coupable d'aucun de ces crimes. Mais quand il a eu 14 ans, sa vie changea pour toujours. Un matin du 13 août 1991, l'agent de correction Rolando Neischer avait été tué de sang-froid. Tragiquement, il semblait que le garde en congé s'était trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Neischer et son ami Robert E. Crossan étaient assis à l'intérieur d'une Volvo qui était garée devant sa maison. Les deux hommes, en plus d'être collègues, se connaissaient depuis qu'ils étaient adolescents. La veille, l'enfant de Neischer avait eu un accident à l'école et ce jour, il l'avait ramené à la maison. Ils étaient restés dans la voiture pour discuter quand ils remarquèrent deux hommes qui venaient vers eux. Puis, les deux inconnus armés de fusils intimèrent l'ordre aux agents de descendre du véhicule. Et donc, ressentant vraisemblablement le besoin d'agir face au danger, Neischer chercha sa propre arme à feu. Mon premier sentiment était « Je ne crois pas que cela se produise », déclara Crossan plus tard lors du procès. Rolando m'a regardé et m'a dit « Tiens bon mon pote », et il ouvrit la portière. Ensuite, tout se passa très rapidement et en quelques instants, des coups de feu avaient été tirés. Effrayé, Crossan s'était couvert le visage et il s'est avéré que c'était un geste qui lui avait peut-être sauvé la vie car il n'avait reçu qu'une balle dans la main. Mais son partenaire n'avait pas été aussi chanceux. Neischer avait néanmoins riposté, bien que ce ne fût suffisant pour les arrêter. Finalement, les deux voleurs prirent la fuite après avoir tiré sur Neischer. Lorsque la police arriva, le gardien était encore conscient et parlait même, insistant sur le fait qu'il allait s'en sortir, bien qu'il ait reçu 5 coups. Des balles avaient touché Neischer à la poitrine, à l'abdomen, à la jambe, au dos et à la cheville. Le témoignage de Crossan identifia les coupables comme des hommes noirs à la peau claire qui, selon lui, avaient environ 20 ans. Et c'est ainsi que la police suspecta d'abord Roseanne S. Hargrave. Hargrave vivait dans un immeuble non loin du lieu de l'incident. Tout comme John, il avait été élevé par une mère célibataire qui avait des problèmes d'alcool. Hargrave avait 17 ans au moment du crime et avait abandonné l'école en classe de première. De plus, il avait été arrêté plusieurs fois déjà pour vol de voiture et incarcéré pour vol à main armée. Crossan l'identifia parmi un groupe de 600 suspects qui lui avait été présenté. Il affirma être à 90% sûr que l'adolescent était le tireur, mais aussi qu'il ne pouvait pas être certain sans l'identifier face à face. Et donc, Hargrave fut mis aux arrêts. Et c'est lors d'un interrogatoire qu'il aurait mentionné le nom de John. Hargrave devait être du genre à dire tout le temps « J'étais avec Dwayne », répliqua John. C'est ainsi qu'il fut également conduit à la police et identifié par Crossan. Mais John laissa également entendre qu'il n'avait pas eu de chance et que la victime n'aurait pu choisir personne d'autre. La police m'a mis dans une file avec des hommes adultes, ajouta-t-il. C'était une erreur.
Tragiquement, Neischer succomba à ses blessures 4 jours après l'attaque. Cela signifiait que l'affaire avait dégénéré en homicide avec Crossan comme seul témoin. Ainsi, alors que Hargrave et John avaient déjà été arrêtés et accusés de vol et de tentative de meurtre, les accusations s'aggravèrent au rang de meurtre. À ce stade, il semblait donc que l'enquête avait déjà été résolue. Cependant, il y avait quelques détails de l'affaire qui ne semblaient pas concorder. Par exemple, le fait que Crossan avait déclaré que l'un des assaillants avait été blessé lors de la fusillade. Pourtant, aucune blessure par balle n'avait été retrouvée sur les corps de Hargrave ou de John. Mais ce n'était pas tout. Il y avait plusieurs divergences dans l'enquête, selon le New York Times. Bien que des empreintes digitales aient été trouvées sur les lieux du crime, elles n'étaient pas compatibles avec celles des 2 suspects. De plus, il fut rapporté qu'il n'y avait aucune preuve que les échantillons de sang prélevés aient été analysés. Aussi, certains éléments de preuve importants avaient disparu. Et ces disparitions mystérieuses signifiaient qu'aucun appel n'aurait été possible pour les 2 accusés. Le procès pour meurtre eut lieu en novembre 1992 à Brooklyn. Il n'avait fallu qu'une seule journée pour que l'accusation et la défense présentent leurs arguments. Étonnamment, l'argument de l'accusation reposait sur un élément de preuve, le témoignage de Crossan. Et il déclara que Hargrave et John étaient sûrement responsables de la fusillade. Les 2 suspects furent reconnus coupables du meurtre de Neischer et condamnés respectivement à 30 ans de prison à perpétuité et 20 ans de prison à vie. Cependant, la peine infligée à John fut portée à 9 ans à perpétuité parce qu'il était mineur. Clamant leur innocence et irrités par les préjugés apparents dans l'affaire, les 2 hommes tentèrent de faire appel, mais ils n'y parvinrent pas. Et finalement, John fut emprisonné pendant un total de 17 ans pour le meurtre présumé de Neischer et le vol du véhicule. Il n'avait que 14 ans lorsqu'il fut incarcéré pour la première fois et il était illettré. Remarquablement, John apprit à lire et à écrire alors qu'il était derrière les barreaux et obtint même son diplôme. Les livres étaient devenus une sorte de salut pour le jeune détenu et son livre préféré était The Coldest Winter Ever de Sister Sawyer. « J'ai raconté ce livre à bien des égards », déclara John à CNN en septembre 2018, citant le roman qui parle d'une femme qui travaille pour améliorer sa communauté. En 2006, John avait été libéré après 3 tentatives. Cependant, il retourna encore pour 12 mois en prison pour avoir violé les conditions de sa libération conditionnelle. Tandis que John avait de nouveau obtenu la liberté en 2009, il lui fallut plusieurs années avant qu'il obtienne enfin la justice qu'il espérait. Dans les années 80 et 90, Scarcella était devenu célèbre en tant que détective d'homicide dans des cas difficiles tels que celui de John. Cependant, une enquête sur le travail de l'officier avait révélé des preuves choquantes selon lesquelles il utilisait des pratiques fausses et trompeuses alors qu'il était au service de police de New York. Et cette découverte permit de réexaminer une série de cas et des condamnations avaient été annulées. John put donc bénéficier d'un nouveau procès et, remarquablement, les charges retenues contre lui furent abandonnées en raison de preuves insuffisantes. Donc, en mai 2018, l'homme de 27 ans fut disculpé et ce fut un moment extrêmement émouvant. « Je tiens à vous remercier, votre honneur, car cela fait 27 ans que je me bats pour ma vie », déclara-t-il en tenant les mains du juge en sanglotant. « Je veux que vous sachiez tous que vous m'avez tous condamné, mais le mauvais homme était en prison », déclara-t-il au procureur. Et après être sorti du tribunal, l'homme libre ajouta au journaliste « Je me sens juste trop béni et je remercie simplement Dieu d'avoir atteint ce point. » Cependant, John admit que cette condamnation avait ruiné sa vie. « Vous avez eu le mauvais homme tout ce temps et vous avez quelqu'un là-bas qui court librement et vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait, » déclara-t-il. « Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, mais je crois que je suis ici dans un but. » Malgré les difficultés inconcevables que John avait traversées, il réussit à rester positif. « Je veux juste être innocenté, » expliqua-t-il. « Je ne voulais pas être dans le côté obscur. Les procureurs ont essayé de m'y mettre. Et heureusement, la justice avait prévalu, bien que 27 ans trop tard. » De toute évidence, cette libération avait également été un moment émouvant pour le juge Simpson.
« Je suis plus qu'émue après cette journée, déclara-t-elle à John. Vous aviez 14 ans à l'époque, cela n'aurait jamais dû arriver. » De plus, elle souligna qu'il était évident que John n'avait pas bénéficié du procès équitable qu'il méritait. Cette affaire avait été jugée, un jury avait été choisi, des témoignages avaient été rendus et tout s'était terminé en une journée, déclara Simpson selon The Independent. Je ne considère pas du tout cette justice. Pendant ce temps, l'avocat de John, Glenn Garber, convenu qu'il n'y avait aucune raison probable de procéder à une arrestation et ajouta que les défauts de l'affaire étaient très évidents. Après des années à batailler pour son innocence, la terrible épreuve de John était maintenant terminée. Et évidemment, il était extrêmement reconnaissant. « Je suis un homme innocent, votre honneur, et j'ai toujours été un homme innocent », déclara-t-il au juge Simpson. « Je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi en me sauvant la vie et celle de ma famille. » Pendant ce temps, Hargrave a vu également sa condamnation abandonnée en 2015 après avoir passé 24 ans derrière les barreaux. Et un jour, avant que le nom de John ne soit blanchi, lui aussi fut disculpé. L'homme libéré pleura en révélant qu'il avait craint de ne pas survivre à sa peine de prison. « Il y a eu des moments où j'ai vu la mort », déclara Hargrave aux journalistes devant le tribunal. « Les agents correctionnels m'avaient battu pour un crime que je n'avais pas commis. » Après sa libération, John déclara qu'il n'oubliera pas ce que le juge Simpson avait fait pour lui. Il faut un juge courageux pour y arriver. Dans le même temps, environ 70 cas sur lesquels Scarcella avait travaillé dans les années 80 et 90 devaient être réexaminés en raison d'une suspicion de fraude. En plus de cela, un nombre stupéfiant de 14 condamnations pour meurtre auxquelles il était lié furent annulées en raison de ses pratiques. Et pourtant, Scarcella, maintenant à la retraite, ne fut inculpé d'aucun crime. Il déclara même au New York Daily News qu'il n'avait absolument rien fait de mal. Depuis cette épreuve traumatisante, John consacra sa vie à aider d'autres personnes qui étaient confrontées à des cas similaires. Au début, il exhorta les gens à donner des livres pour les bibliothèques de la prison de Rikers Island. Maintenant, John a sa propre organisation caritative appelée A Voice for the Unheard. Et avec elle, il a aidé à fournir plus de 20 000 livres aux personnes incarcérées. Aujourd'hui, grâce à son œuvre caritative, John encourage également les adolescents à lire en organisant un club de lecture et des réunions de groupe à la prison 2 fois par semaine. Et il s'assure que les détenus savent que l'incarcération ne doit pas les empêcher de se rendre là où ils veulent être. « La lecture a changé ma vie », avait-il déclaré à CNN. « Je veux partager cette expérience avec d'autres personnes. » Après 27 ans, John avait finalement prouvé son innocence et maintenant, il peut regarder vers l'avenir. Il ajouta à CNN « Il n'y a pas de sentiment plus grand que moi, comme si j'existais dans un but. Et c'est ce qui donne à ma vie un but en ce moment. Grâce à mon cauchemar, j'ai trouvé mon rêve. » Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Samedi. En effet, le jour après le lendemain de dimanche est mardi. 5 jours avant mardi, jeudi. Hier, jeudi, aujourd'hui c'est vendredi. Demain sera donc samedi. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.